Le condensateur et le circuit RC. Première partie, le condensateur. 1. Définition et symbole. Un condensateur est un composant électrique, c'est-à-dire un appareil électrique constitué de deux conducteurs électriques, plaques par exemple, appelées armatures, c'est-à-dire ces deux conducteurs électriques sont appelés les armatures du condensateur. Ces deux armatures doivent être parallèles, en influence mutuelle et séparées par un isolant, c'est-à-dire l'espace qui sépare les deux plaques ou les deux conducteurs doit être un isolant électrique appelé diélectrique, on l'appelle le diélectrique du condensateur. Les symboles du condensateur, deux traits verticaux de même longueur, c'est à peu près le symbole du générateur avec la différence de la longueur des deux traits. Les deux traits ici doivent avoir la même longueur, la même taille et doivent être un peu plus espacés que dans le cas du générateur. Deuxièmement, la charge et la décharge d'un condensateur. On réalise le circuit schématisé devant vous qui contient un condensateur d'armature 1 et 2. On branche aux bornes de ce condensateur un voltmètre pour mesurer la tension, un résistor et en série avec l'ensemble, il y a un ampèremètre qui peut mesurer le passage du courant électrique, certainement avec l'intensité du courant électrique. Un commutateur ou un interrupteur à deux positions, position 1 et position 2, et un générateur de tension variable. Commençons par la charge. Si nous voulons charger le condensateur, on va fermer l'interrupteur K en A. Par expérience, qu'est-ce qu'on va voir? L'aiguille de l'ampèremètre va dévier brièvement, c'est-à-dire va mesurer le passage d'un courant, c'est-à-dire on va trouver un passage du courant certainement. Une impulsion du courant est indiquée par l'ampèremètre. Cette impulsion de courant mène une charge qui est supérieure à 0 sur l'armature numéro 1. Pourquoi c'est pas positif? Parce que cette armature numéro 1 est reliée avec le pôle positif du générateur, et une charge qui est négative c'est l'armature numéro 2 car elle est reliée avec le pôle négatif du générateur. Certainement la charge qui A est égale moins la charge qui D, c'est-à-dire les deux charges sont égales en valeur absolue, mais elles ont des signes différents. La présence des charges est indiquée par l'existence d'une tension I aux bornes du générateur. Cette tension est mesurée par le voltmètre. L'impulsion du courant s'arrête dès que la tension au cours du condensateur I est égale I0 la tension du générateur. C'est-à-dire que le chargement du condensateur s'arrête, on dit que le condensateur est chargé si la tension aux bornes du condensateur est égale la tension aux bornes du générateur. Dans ce cas, aucun courant ne circule plus dans le circuit et donc on dit que le condensateur tout simplement est chargé. Certainement la charge du condensateur, ce qu'on appelle charge du condensateur, est la valeur absolue de la charge portée par chaque armature, c'est-à-dire que la charge, le terme charge du condensateur est toujours positif, on ne peut jamais être négatif. Remarque, la charge qui du condensateur est la valeur absolue de la charge qui s'accumule sur l'une des armatures, ce que nous avons dit déjà. Certainement la charge totale du condensateur de deux armatures est évidemment nulle car les deux ont la même valeur absolue mais ont des signes différents. La décharge. En ce moment-là, on va basculer le condensateur, le commutateur en deux. On va éliminer le générateur. On dit que le dipôle constitué par le condensateur, le résistor est court-circuité. La tension totale sera nulle. On constate par expérience que l'aiguille de l'ampèremètre dévie brièvement dans l'autre sens, c'est-à-dire il y aura un passage du courant, mais dans le sens inverse qu'auparavant. Le condensateur chargé et avec le résistor certainement sont court-circuités. Les électrons de l'armature 2 qui étaient pleins en électrons vont circuler vers l'armature numéro 1 qui était pauvre en électrons pour compenser le défaut en électrons. La circulation des électrons, donc un courant électrique, fait un courant électrique et cette circulation s'arrête dès que la tension entre les deux armatures est nulle et la charge certainement est égale à 0. On dit que le condensateur est déchargé. Remarque. Si à un instant T, la charge portée par le condensateur est qui et que la tension à ces bornes est I, on peut toujours trouver une relation qui donne l'intensité du courant circulant à cet instant par la relation I est égale ddt sur ddt. Troisièmement, capacité d'un condensateur.
L'expérience montre, c'est-à-dire en mesurant plusieurs tensions et plusieurs charges correspondantes, on trouve que la charge et la tension aux bornes du condensateur sont proportionnelles. Cela se fait par expérience. De telle manière qu'on peut écrire mathématiquement que Q instantané est égal C multiplié par I, ce qui va résulter, va donner Q est égal Q divisé par C et C est égal Q divisé par I, les relations entre les trois grandeurs, avec Q la charge du condensateur en coulomb, U la tension aux bornes du condensateur en volts, et C on l'appelle la capacité du condensateur. Le coefficient de proportionnalité entre Q et U, la tension à bord du condensateur, s'appelle la capacité du condensateur, son unité appelée farad. On peut remarquer que le farad représente une grande capacité qu'il n'est pas rencontré dans les applications. Toujours dans les applications, on rencontre les sous-multiples du farad, le millifarad 10 à la puissance moins 3, le microfarad 10 à la puissance moins 6, le 10 à la puissance moins 9 farad, c'est le nanofarad 10 à la puissance moins 12, c'est le picofarad. Dans le cas particulier où le condensateur est plat, c'est-à-dire les deux armatures sont plats sous forme de plat, qu'on peut mesurer les surfaces, la capacité est donnée par la relation C est égal epsilon S divisé par D, tel que epsilon est une constante qui dépend de la nature du diélectrique, on l'appelle la permittivité du diélectrique, S la surface de l'une des armatures, et D la distance entre les deux armatures, on l'appelle aussi épaisseur du condensateur. Quatrièmement, l'énergie emmagasinée, l'énergie certainement électrique emmagasinée dans un condensateur. Pour calculer l'énergie, toujours on commence par la puissance. La puissance aux bornes d'un condensateur, telle que la tension à ces bornes I, il est parcouru par un courant électrique I, P donc est égal U fois est égal P est égal I multiplié par I. Sachant que I est égal Q sur C, la relation que nous avons vue tout à l'heure, et I est égal d de Q sur d dt, il vient que P est égal Q sur C, on va remplacer seulement, multiplié par d de Q sur d dt, donc est égal 1 sur C, l'ensemble Q fois d de Q sur d dt peut être remplacé par d dt sur d sur d dt, 2 totalement Q au carré divisé par 2, ce qui va donner d sur d dt, on peut faire entrer les C, comme il s'agit d'une constante dans la dérivée, on trouve d sur d dt Q au carré divisé par 2C est égal d sur d dt, car toute puissance est la dérivée de l'énergie correspondante, c'est-à-dire la puissance électrique reçue par un condensateur est égale à la dérivée de l'énergie qu'il emmagasine, de l'énergie électrique qu'il reçoit, qu'il va emmagasiner certainement. Par identification entre les deux dernières relations, on trouve que E est égal Q divisé par DC. Et à la fin de la charge, lorsque le régime s'établit correctement, on dit que la charge est égale à la charge maximale et la tension I est égale à la tension du générateur. Donc E peut être donné par la relation Q au carré divisé par 2C. Et en remplaçant Q par son expression en fonction de CI, on trouve que E est égal 6 fois I au carré divisé par 2. Et toujours on peut trouver que E est égal Q multiplié par I divisé par 2. Donc l'énergie emmagasinée par un condensateur peut être exprimée par trois relations, et ces trois relations on peut les utiliser directement sans démonstration. Cinquièmement, l'association des condensateurs. Les condensateurs, c'est-à-dire lorsque nous avons un circuit qui contient plusieurs condensateurs, ces condensateurs peuvent être branchés en série ou branchés en parallèle, comme les résistors que nous avons vu, que vous avez vu en 5e année. Premièrement, l'association en série. La capacité du condensateur équivalent à un condensateur monté en série peut être calculée par la relation suivante. 1 sur C équivalent, c'est-à-dire 1 sur la capacité, l'inverse de la capacité du condensateur équivalent est égal à la somme des inverses des capacités de chaque condensateur. 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 est égal à la somme de 1 sur Cn. L'association en parallèle, lorsque les condensateurs sont reliés en parallèle, sont branchés en parallèle, la capacité du condensateur équivalent à n condensateur est égal à la somme des condensateurs partiels, c'est-à-dire de condensateurs, des capacités des condensateurs. Donc on peut dire que C équivalent est égal à la somme de Cn. Ces relations de calcul, on peut les utiliser aussi directement sans démonstration. Deuxième partie, le circuit RC. C'est-à-dire un circuit qui contient un condensateur de capacité C, un résisteur de résistance R branché au bornes d'un générateur de tension
constante, c'est-à-dire de force électromotrice E. On peut étudier la charge du condensateur comme on peut étudier la décharge du condensateur. La phase de la charge, commençons par la phase de la charge. On réalise le circuit ci-dessous, qui est devant vous certainement. Un générateur de force électromotrice E, on considère que ce générateur est idéal, c'est-à-dire sans résistance interne. Un résistor R de résistance R, la tension IR, et un condensateur C de capacité C, la tension à ces bornes, c'est IC selon l'orientation du circuit que nous avons. On peut écrire la loi des mailles dans le cas du circuit précédent. On va trouver IR plus IC moins E est égal à 0. On obtient ainsi IC plus R multiplié par E est égal à E. On va chercher une équation différentielle dans la variable et IC. Donc on va chercher à exprimer I en fonction de qui. I est égal à dt sur ddt. Et on sait que qui est égal à C multiplié par I de C. En remplaçant par l'ensemble, on va trouver que I est égal à C multiplié par d de IC sur ddt. Et il vient dans l'équation générale que nous avons, IC plus RC, d de IC sur ddt est égal à E. En divisant par R multiplié par C, on trouve d de IC sur ddt plus 1 sur CR. IC est égal à E divisé par CR. Et en posant R multiplié par C est égal à une constante taux, on trouve d de IC sur ddt plus 1 sur taux. IC est égal à E divisé par taux. Cette équation différentielle régit l'évolution dans le temps de la tension aux bornes du condensateur. Mais connaissant que IC peut être exprimé en fonction de qui, on peut trouver une équation qui régit les variations de qui. Et connaissant que I peut être exprimé en fonction de I, on peut trouver aussi une équation différentielle de variables, l'intensité du courant. La courbe qui représente les variations de la tension, avant la courbe même, on parle de la solution. La solution générale de ce type d'équation est de la forme A plus B exponentielle moins alpha t, tel que A et B alpha sont des constantes à déterminer utilisant l'équation différentielle et les conditions initiales, telles que le courant ici s'établit instantanément, c'est-à-dire commence par une valeur maximale, mais la charge commence par une valeur nulle et la tension commence par une valeur nulle. Donc on trouve la solution générale de la forme IC est égal à F fois facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, tel que le taux, c'est la même constante que nous avons exprimée auparavant. Taux est égal à R multiplié par C, c'est la constante de temps du circuit RC. La courbe qui représente la variation de la tension IC est de la forme exponentielle qui est devant vous certainement. Elle montre que la tension IC commence nulle, c'est parce que le condensateur était déchargé totalement, et que cette tension atteint une valeur maximale, c'est la tension du générateur qui est E. Et cette courbe fait apparaître deux phases ou deux régimes. Régime transitoire où le courant est variable de 0 jusqu'à la valeur maximale, et régime permanent où l'intensité ou la tension sera constante est égale à la tension du générateur. Comme ce que nous avons dit, sachant que ici est égal qui sur C et qui est égal à l'intégrale de I sur dt, en remplaçant, on va trouver des équations différentielles. La première régissant les variations de la charge qui du condensateur, et la deuxième régissant les variations de l'intensité du courant au cours du chargement du condensateur. Deuxièmement, la décharge du condensateur. Dans ce cas, on va basculer le commutateur, l'interrupteur, sur la position numéro 2, c'est-à-dire on va éliminer le générateur. Dans ce cas, on dit que AT est égal à 0, le générateur, le condensateur plutôt est totalement chargé, son IC est égal à E. On dit qu'on va décharger le condensateur dans le résistor. La loi des mailles peut être écrite sous la forme IR plus IC est égal à 0, il n'y a pas de générateur, ce qui donne que 2 de IC sur d de T plus 1 sur C, 1 sur taux IC est égal à 0, d'après l'équation que nous avons auparavant. Seulement, on va éliminer le dernier terme, le second membre qui contient le E, maintenant ici n'existe pas. La solution de cette équation est de la forme IC est égal à E exponentielle moins T sur taux. Cette équation cette solution peut être représentée par la courbe de la forme I de C commence maximale est égal à la valeur de E du générateur, la tension du générateur, et diminue au cours du temps jusqu'à ce qu'elle s'annule après la décharge totale du condensateur. Toujours la courbe fait apparaître deux régimes. Régime permanent où la tension est variable, donc la charge est variable et l'intensité est variable, toutes les grandeurs électriques sont variables, et régime permanent où la tension sera nulle et la charge sera nulle certainement.
Remarque, nous avons quelques remarques concernant la constante de temps. La constante de temps ici, taux est égal à R multiplié par C. On a vu la constante de temps pour le circuit RL. Ici, nous avons la constante de temps pour le circuit RC. Cette constante fournit un ordre de grandeur sur la rapidité de la réponse du circuit RC. La rapidité de ce circuit, c'est la charge dans le cas de la charge ou la décharge dans le cas de la décharge du condensateur. Après indirecto, la tension au bord du condensateur et aussi la charge va augmenter de 63%, c'est-à-dire que le courant va diminuer de 63% de sa charge maximale dans le cas de la charge, ou va perdre 63%, c'est-à-dire va rester 37% de la valeur maximale, c'est-à-dire que tout va nous donner un ordre de grandeur, c'est la rapidité du chargement ou déchargement du condensateur. Après une durée 5 taux, la tension au bord du condensateur va être égale à 99% de sa valeur maximale, donc pratiquement est égal à la valeur maximale. On dit que le condensateur est totalement chargé quand AT est égal à 5 taux. Donc T est égal à 5 taux présente l'infini pour l'établissement, pour la charge du condensateur. Et certainement pour le déchargement, dans le cas de déchargement, va perdre cette tension, va diminuer de 99%, c'est-à-dire va rester 0,01%. On dit que la décharge est totale à 5 taux. Donc 5 taux, on peut la considérer infinie pour l'établissement, pour la charge et la décharge du condensateur. Taux est généralement très faible, de l'ordre de millisecondes, c'est-à-dire 5 taux aussi sera de l'ordre de millisecondes. Taux peut être déterminé graphiquement en utilisant la règle de 63% que nous avons, ou en traçant la tangente à la courbe IDC est égale à FTT au point d'abscisse T est égal à 0. L'intersection de cette tangente avec l'asymptote horizontale dans le cas de chargement CE, dans le cas de chargement C0, ce point d'intersection a pour abscisse la valeur de taux. Donc taux à 3, on peut déterminer taux par 3 méthodes. Par le calcul, taux est égal à R multiplié par C, et graphiquement en précisant l'ordonnée 0,63 de la valeur maximale, que ce soit de IC, que ce soit de qui, projeté sur la courbe, projeté sur l'axe des abscisses, ou l'axe de temps, c'est-à-dire l'axe de temps pour trouver certainement la valeur taux, et en traçant la tangente. La dernière partie de ce cours sont des exercices d'application. Les premiers exercices sont corrigés, il y a des exercices non corrigés, c'est-à-dire des exercices de recherche, c'est à vous à chercher de les corriger. On conseille de ne pas regarder très rapidement la correction, essayez les exercices, essayez d'appliquer le cours sur les exercices, puis regarder les exercices, comparer ce que vous avez fait avec la correction. Comme ça, vous allez certainement comprendre mieux le cours.